Le blog, ça commence tôt en fait. C'est un truc du matin. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais ça a toujours été comme ça. On fait des interventions et on les enchaîne les unes après les autres. Et j'ai déjà vu des patientes qu'effectivement je récupérais, qui avaient été opérées en Tunisie ou je sais plus, et qui avaient d'ailleurs des problèmes de cicatrisation. Parfois je vois des bonnes choses et puis ça se passe bien. Et c'est un peu la roulette russe, quoi. Je pense que c'est risqué. Il faut qu'on ait beaucoup de bénéfices à opérer et pas beaucoup de risques. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir le docteur Maxence Thomas, chirurgien esthétique au sein de notre établissement. Bonjour docteur, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Bonjour Salomé, bonjour à tous. Je suis ravi d'être ici également. Peut-être que vous pouvez commencer par nous parler un peu de votre parcours. Oui, avec plaisir. Alors, moi, je suis chirurgien plasticien, donc ça s'appelle aussi la chirurgie esthétique et chirurgie plastique et reconstructrice. Donc, c'est un DESC en France. Ça fait 4 à 5 ans maintenant que je suis installé à la clinique esthétique Aquitaine à Bordeaux, où j'ai une activité plutôt de chirurgie plastique et esthétique, pas énormément de reconstruction. Voilà, j'ai été formé en partie à Strasbourg, en partie à Lille, une petite partie aussi à Paris. J'ai été aussi au Brésil et à d'autres endroits pour me former. Et voilà, je suis principalement sur la chirurgie quand même esthétique, mammaire, silhouette notamment. Justement, quelles sont les interventions qui sont le plus récurrentes? Pourquoi les patients viennent vous voir généralement? Alors il y a plusieurs types de demandes, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes de chirurgie de silhouette, notamment ça peut être après des grossesses, ça peut être simplement des patients qui trouvent qu'ils ont des excès graisseux à certains endroits et qui veulent faire de la lipoaspiration ou parfois ils viennent après pour de la lipoaspiration, puis en fait il faut faire d'autres choses. D'où l'intérêt de venir en consultation. Parfois vous ne savez pas toujours vous-même ce qui est le mieux pour vous, donc c'est toujours le plus simple, c'est d'en discuter et de voir ensemble en consultation. Justement, concernant la lipoaspiration, c'est une des interventions les plus connues du grand public. Dès qu'on a un amas graisseux ou quelque chose, on pense directement à la lipoaspiration. C'est l'intervention que vous pratiquez le plus? Ouais, c'est une des plus fréquentes, effectivement, principalement en chirurgie de la silhouette. Dès qu'on peut, on lipoaspire effectivement les excès graisseux, que ce soit au niveau de la culotte de cheval, pour des patientes, du ventre ou des hanches. On a de plus en plus d'hommes aussi, pour des ventres et des hanches. Et ça marche plutôt bien à condition notamment d'avoir une peau qui a encore gardé son élasticité. Ça, c'est le principal écueil pour la lipoaspiration. C'est pour les femmes, souvent la grossesse au niveau du ventre, malheureusement, va laisser une peau détendue. Pour les hommes, ça peut être dû à des pertes de poids ou du yo-yo dans le poids, le fait d'avoir pris plus 10 kilos, moins 10 kilos, ça va forcément vous laisser éventuellement des vergetures, éventuellement de la peau détendue. Et auquel cas, là, ça peut être intéressant d'utiliser d'autres techniques de lifting, lifting de cuisses, lifting de bras, après des amaigrissements, des abdominoplastiques et en fait le lifting du ventre. Et au niveau mammaire aussi, je fais beaucoup de chirurgie mammaire, donc remonter la poitrine, la chirurgie de l'aptose qui s'appelle mastopexie. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont envisageables. Et à chaque fois, c'est vraiment un plan de traitement, si je puis dire, personnalisé et sur mesure par rapport à la demande. C'est pas parce qu'on vient vous voir pour une lipoaspiration que vous allez forcément préconiser une c'est fréquent, c'est un motif très classique, effectivement. J'ai souvent des patientes qui viennent pour une lipo du ventre et puis en fait on se rend compte qu'elles ont eu 3 grossesses, qu'elles ont perdu du poids ou pris du poids ou qu'elles sont ménopausées ou autres et finalement il faut retendre la peau, qu'il faut faire parfois d'autres choses. Donc on peut être amené dans ces cas-là à faire des abdominoplasties. Après les grossesses, on fait beaucoup de ce qu'on appelle mommy makeover en anglais, c'est la chirurgie de réparation de la grossesse. Donc on peut faire en combiné des chirurgies mammaires et abdominales notamment. Remonter la poitrine, injecter de la graisse, qu'on appelle liposculpture, lipofilling, injecter de la graisse dans la poitrine, graisse qu'en général on trouve dans le ventre qu'on peut en même temps retendre avec une abdominoplastie ou parfois simplement lipoaspirer quand c'est possible. Mais c'est vrai qu'effectivement, en général, les patientes ou les patients ont une idée, puis parfois c'est la bonne, Oui. et on essaye de s'adapter en fonction de ce qu'ils souhaitent et de leur proposer ce qui est au mieux pour eux. Parce que faire une lipo chez quelqu'un qui a la peau qui tombe, c'est pas une bonne idée.
le résultat attendu est toujours spectaculaire ou faut-il passer par plusieurs étapes? Est-ce que c'est vraiment magique? Ouais, c'est une bonne question. En fait, ce qui est important dans les consultations préopératoires, il y a toujours 2 consultations avant l'intervention, avec un certain délai à tenir aussi, parce que le but pour nous, c'est de voir qu'est-ce que les patients ont dans la tête, qu'est-ce qui se projette de eux après l'intervention, et est-ce qu'on est capable ou pas de leur apporter ça. Et si on n'est pas capable, il faut leur dire, et il faut les orienter sur autre chose, ou alors simplement... en anglais, on dit manager les attentes, manager les expectations. Oui, il faut savoir ce que votre patiente attend, et si vous êtes capable de lui fournir ce résultat. Par exemple, en chirurgie mammaire, on a un logiciel de 3D, et ça aide bien à se mettre d'accord entre nous, ce qu'on peut donner comme résultat avec tel ou tel type d'implant, et ce que la patiente va attendre. Et ça, c'est souvent une garantie d'avoir ensuite une patiente qui est heureuse, qui est contente, parce qu'elle va avoir vraiment ce qu'elle attendait. Et le but, c'est d'éviter d'avoir une surprise, qu'elle soit dans un sens ou dans l'autre. Pour l'exemple des prothèses, d'avoir trop gros ou trop petit, ou trop rond, ou pas la bonne forme, pas la bonne projection. Et donc ça, ce type de logiciel peut nous aider. On utilise ça, par exemple, aussi en rhinoplastie. Après, c'est pas forcément la réalité de ce qu'on va avoir au millimètre près, mais ça aide à voir ce que la patiente a en tête. Et parfois, on se rend compte qu'en fait, la patiente a en tête quelque chose qui est pas ce que nous, on avait en tête. Et donc ça, c'est important à discuter avant, et à se mettre bien d'accord, et ça arrive de temps en temps, et c'est pas forcément grave, hein. Mais c'est bien de le voir avant, parce que si on le voit après, on peut toujours rattraper, refaire des choses, mais c'est toujours mieux de savoir en avance. Parce qu'au cours de la première consultation, du coup, on a le temps de voir tous ces points, et une consultation suffit ou... La première consulte, c'est quand même la consulte la plus importante, hein. On va vraiment discuter de tout. Et on va, par exemple, quand je fais des 3D, je les fais lors de la première consulte. Je montre aussi souvent des photos avant-après que d'autres patientes que j'ai déjà opérées ont gentiment autorisé à montrer aux autres patientes, ou à montrer sur Instagram. Ça, en fait, c'est hyper important pour les futures patientes, pour qu'elles sachent. Bien sûr, il n'y a pas de patientes pareilles, mais quand même, on arrive à trouver des patientes qui sont un petit peu dans le même cas de figure, et donc on peut leur montrer voilà ce que vous risquez d'avoir, voilà quel type de résultat on peut avoir, et parfois elles sont ravies, elles se disent wow, c'est génial, et parfois pas. Donc si c'est pas, c'est bien qu'elles s'en rendent compte avant, et parfois elles vont prendre après le temps, justement entre les 2 consultations, elles vont prendre le temps de réfléchir. Parfois, par exemple, pour les prothèses, je leur demande, n'hésitez pas à me montrer des photos, même d'autres femmes, mais qui auraient une jolie poitrine que vous aimez bien. Et je vais vous dire, est-ce que on est très très éloigné de ce que vous voulez, est-ce qu'on pourrait avoir chez vous, ou alors non, justement, c'est bien ce qu'on a choisi. Et donc j'aime bien qu'elles aient un peu de temps déjà pour réfléchir entre deux, et qu'elles puissent me montrer vraiment ce qu'elles ont dans la tête, et que moi, en fait, je leur montre aussi ce que je suis capable... ce que la chirurgie, c'est pas forcément moi, mais que la chirurgie est capable de leur obtenir. En général, c'est plutôt des résultats intéressants, sinon on se ferait pas opérer. En général, nous, on fait aussi la médecine esthétique. Si les gens font encore de nos jours des liftings du visage, c'est bien parce que c'est plus efficace que... arrivé à un certain âge, et pour une bonne patiente, encore une fois, c'est plus efficace que de la médecine. Donc... Et moi, je pense sincèrement qu'il y a une bonne opération à un bon moment de sa vie pour une bonne patiente. Et donc, parfois, je leur dis juste, peut-être attendez un peu. Patiente qui a 45 ans, c'est peut-être un peu tôt pour un mini-lift. Je leur dis, écoutez, on commence un peu d'acide hyaluronique, puis on arrivera peut-être sur un lifting plus tard, lorsqu'il y aura des bajous, lorsqu'il y aura le cou qui sera plus détendu. Pareil, parfois je vois des patientes pour du sein, elles veulent se faire remonter la poitrine, et elles sont entre 2 grossesses. Je leur dis, là, attention, si la première grossesse vous a donné de l'aptose, la deuxième risque de faire pareil. Donc là, dans ce cas-là, je leur conseille, attendez, me dit souvent, là, je veux juste avoir une deuxième grossesse, peut-être d'ici 1 an. Je leur dis, revenez me voir dans 1 an et demi, 2 ans, et puis on en reparle. Et est-ce que, parce que vous parliez de médecine esthétique, vous pensez réellement que la médecine esthétique peut être... quelque chose qui permette de prévenir certaines apparitions de symptômes, et le vieillissement, et qui permet de faire de la chirurgie un peu plus tard. Oui, c'est clair. Et puis surtout, il y a une demande pour des patientes qui sont trop jeunes pour faire des liftings, ou qui sont encore un peu jeunes pour faire des chirurgies. Donc c'est très intéressant
d'avoir accès à la médecine. En fait, moi, dans ma tête, j'ai comme un graphique avec du plus invasif et du plus efficace. Il y a la chirurgie, et moins invasif, moins efficace, on va dire, c'est les cosmétiques, tout ce qui est crème, etc. Ça peut quand même fonctionner, mais c'est moins invasif. Et entre les deux, on a la médecine esthétique, donc c'est quand même un peu plus invasif, avec des petites piqûres, des petites injections, mais vous avez vraiment des efficacités parfois vraiment importantes. Typiquement, le Botox a révolutionné. On fait quasiment plus de lifting frontaux de nos jours, alors qu'à une époque on en faisait énormément, grâce ou à cause pour nous du Botox, la toxine, qui en fait vous empêche d'avoir les rides qui arrivent si vous le faites suffisamment régulièrement. D'ailleurs, d'après vous, le Botox, c'est à partir de quel âge? C'est une bonne question. On entend de plus en plus, j'entends plusieurs trends sur le Botox, et alors il y a le baby Botox, on dit à partir de 25 ans, pourquoi pas, je dirais peut-être 30. En fait, ça dépend un peu des gens, s'ils sont pas très marqués, on peut attendre un peu plus. L'idée de ça, c'est en fait vraiment de bloquer, mais pas forcément complètement, avec des doses un peu plus légères de Botox, donc pour empêcher de froncer, empêcher de monter les yeux au ciel, etc. Mais de pas le faire de manière vraiment on soit bloqué, donc ça reste naturel, mais du coup on va avoir moins de rides qui vont arriver, et donc on va vieillir. En fait, les rides ne vont beaucoup moins arriver ou moins tôt, et donc on a un vrai effet préventif en le faisant suffisamment tôt. Donc c'est intéressant de le faire, même si vous n'êtes pas vraiment tous les 6 mois, que vous le faites une fois par an, que vous faites tous les 8 mois, que vous laissez passer un peu de temps. C'est intéressant de le faire régulièrement, je dirais à partir de l'âge de 25 à 30 ans, en général, adapté en fonction des patients, mais à peu près. Et on voit beaucoup de choses en ce moment sur les réseaux sociaux concernant l'acide hyaluronique. Il y a une partie, je dirais 50% des réseaux qui disent que l'acide, du coup, ça migre, qu'il faut arrêter de s'en injecter. Vous avez un avis là-dessus? Après, il y a aussi dans les réseaux des hashtags no-tox. Il y a tout un vent effectivement, on a envie d'être plus naturel, et je l'entends bien et je le comprends. Et il faut pas le négliger. C'est sûr, le Botox, c'est pas quelque chose de naturel, et c'est pour ça qu'on essaie de moins bloquer les gens, par exemple. Donc, mais voilà, dire le no-tox, je pense que c'est dommage, parce que se priver de la toxine alors que c'est préventif, c'est dommage. Pour ce qui concerne l'acide hyaluronique, personnellement, j'ai déjà vu effectivement de l'acide chimique. J'ai déjà opéré des patientes qui avaient eu de l'acide dans les paupières, et on dit normalement au bout de 6 mois, au bout d'1 an, ça disparaît. Et elles étaient 3 ans après, j'ai trouvé de l'acide. Donc on ne sait pas toujours exactement l'évolution précise. Maintenant, ça reste quand même un produit qu'on utilise toute la journée et qui marche très bien. Et il ne faut pas non plus en avoir peur. Je pense que tout est une question un peu de dosage. Si vous en mettez trop, vous allez avoir des trop grosses lèvres. Si un visage qui a besoin d'être retendu, vous le surchargez pour le remplir avec de l'acide hyaluronique, le résultat va pas être optimal, et ce sera dommage. On peut avoir même des visages bouffis au bout d'un moment. Il faut être capable de proposer tout ce qui est possible, c'est-à-dire et de remplir les rides, mais et aussi parfois de retendre avec des fils tenseurs, avec éventuellement un mini lift ou un lifting, et c'est toute la panoplie, et qu'il faut adapter en fonction du stade dans lequel va être votre patiente, en fonction de son âge, mais c'est principalement en fonction de comment elle va être et de ce qu'il y aura à traiter. Parce que du coup, pour tout ce qui est injection, il faut être majeur pour venir... Oui. Automatiquement. Oui, non, j'en ai pas. Vous en avez jamais eu des... c'est vrai qu'on peut avoir des mondes, éventuellement, si vous avez l'accord des parents, je pense que c'est faisable, mais c'est quand même un truc, il faut commencer pas trop jeune non plus, et je pense que respecter l'âge de 18 ans... En chirurgie, par exemple, les oreilles décollées, on le fait avant 18 ans. Enfin, on a le droit. Il y a certaines patientes qui ont des très grosses hypertrophies mammaires qu'on peut aussi opérer avant 18 ans. Mais il faut avoir aussi une certaine stabilité dans l'évolution du corps. Et donc, je crois que souvent, 18 ans, c'est quand même, on va dire, un âge quand même à respecter, on va dire, en dehors des cas particuliers. Pour revenir un petit peu sur la chirurgie, vous êtes spécialisé dans le traitement du lipodème, si je ne me trompe pas. Vous pouvez peut-être un peu nous parler de... C'est une chirurgie qui se développe beaucoup ces derniers temps, et que je trouve particulièrement intéressante, parce que en fait on a des patientes pareil qui... C'était pas très connu, donc en fait il y a beaucoup de patientes qui sont un peu depuis des années en quête d'un diagnostic. Elles savent pas ce qu'elles ont. Elles sont un petit peu perdues, personne ne veut s'occuper d'elles, c'est un petit peu difficile pour elles.
Et là, quand on peut leur apporter ne serait-ce qu'un diagnostic déjà, c'est déjà énorme. Et même en chirurgie plastique, pas beaucoup de chirurgiens en opèrent, hein, donc je pense qu'il faut aussi beaucoup en parler autour de soi, auprès notamment des médecins vasculaires. Ils sont de plus en plus au courant, hein, bien sûr, mais parce que eux les voient régulièrement, parce qu'on les envoie, en fait les médecins généralistes par exemple envoient ces patientes pour faire des échographies de membre inférieur. Peut-être je vais rappeler juste ce que c'est un lipodème. Oui, ce que c'est un lipodème, parce que je pense que c'est pas forcément très connu. En gros, c'est une lipodystrophie. Donc ça, c'est le terme médical. Lipodystrophie, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est une anomalie de répartition des graisses. Donc en fait, c'est pas, la graisse en elle-même n'est pas pathologique, hein, vous n'allez pas avoir un cancer ni rien, mais c'est une graisse qui n'est pas à un endroit où elle devrait être. Donc vous allez avoir principalement des amas graisseux au niveau des mollets. Ça, c'est assez typique du lipodème. Éventuellement les cuisses, ça peut aussi toucher les bras, voire les avant-bras. Et donc c'est une graisse que vous n'allez pas perdre en perdre du poids et que vous allez garder comme votre graisse de stockage, et qu'il faut en fait traiter par l'hypoaspiration. Mais malheureusement, comme ça, probablement parce que c'est traité par l'hypoaspiration, c'est pas reconnu comme étant c'est reconnu comme étant une maladie. Et pas pour la sécurité sociale. Mais voilà, il n'y a pas de prise en charge, c'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise en charge vis-à-vis de la sécurité sociale. Je pense aussi parce que ça se traite par l'hypoaspiration, et ils ne voudraient pas qu'il y ait des abus et que tout le monde se retrouve avec du lipodème. Mais c'est pour revenir aux patientes, c'est vraiment des patientes qui sont très, très touchantes en général, et qui sont un peu en déshérence. Et déjà, on est content de pouvoir leur poser le diagnostic, ça les soulage, elles se disent c'est pas de ma faute. Et c'est pas de leur faute. Donc, ça peut provoquer des douleurs ça donne au niveau des douleurs aussi, j'ai pas dit des bleus au niveau des jambes, des douleurs. Typiquement, la chirurgie traite bien ces douleurs, et c'est ça qui souvent est fantastique dans les résultats. C'est que vous avez des patientes qui ont plus mal, ou en tout cas beaucoup moins mal. Il peut rester un peu des douleurs d'insuffisance veineuse, parce que ça peut parfois être lié. Il peut y avoir du lipodème et de l'insuffisance veineuse, ça dépend un peu à quel âge. Mais là-dessus, elles ont des résultats qui sont tellement... elles sont déjà tellement contentes sur les douleurs que, en plus, le résultat esthétique, le fait d'affiner la jambe, ce que j'appelle la jambe, c'est à la fois le mollet et la cuisse, mais on fait en 2 temps ces chirurgies-là, mais une fois que vous avez affiné toute la jambe, ça leur change la vie, et elles sont vraiment reconnaissantes et satisfaites, et voilà, les suites sont pas forcément faciles. C'est ça, le post-opératoire. Mais voilà, on a l'habitude, on les suit, on s'en occupe, et ça se passe très bien. Et c'est vrai que souvent, c'est des patientes vraiment très très contentes, et on est content aussi de leur avoir rendu service, en plus du côté esthétique, bien sûr, où on améliore la silhouette, on affine en fait tout simplement la jambe. Parce que ces pathologies, du coup, restent encore un peu méconnues. Je peux aussi parler, par exemple, de la ptose mammaire. On parle d'handicap esthétique, mais qui sont quand même handicapants. La ptose mammaire, c'est plus connu. Oui, c'est plus connu. C'est plus fréquent. Même si moi, j'ai toujours l'impression que le lipodème est fréquent, parce que j'en vois beaucoup. Comme on en fait énormément, et les autres en font pas. Du coup, on a un biais de sélection. Mais la ptose mammaire, pour le coup, c'est fréquent. Je dirais que, en fait, quasiment toutes les femmes, un jour ou un autre, vont avoir la ptose. Désolé de vous décevoir, mais c'est normal. Bon, c'est quand même classiquement après les grossesses, et surtout les allaitements, puisque forcément, on a la glande mammaire qui va augmenter de volume. La peau va se détendre, et ensuite, tout ça va diminuer, on va gagner 1 ou 2 bonnets, etc. Puis tout ça va reprendre sa forme, on va dire, antérieure, la forme d'avant. Mais sauf que la peau, c'est malheureusement souvent un piètre élastique, et il est très bon pour se détendre, cet élastique, mais pas pour se retendre. Donc vous vous retrouvez en fait avec la même glande mammaire, mais au lieu qu'elle soit à sa place, elle se retrouve plus bas. Et donc malheureusement, on n'a pas encore trouvé d'autre solution que de remonter le sein en faisant des cicatrices. C'est-à-dire en fait vous devez enlever de la peau pour réascensionner. Vous attachez aussi la glande mammaire plus en hauteur, etc. Mais il faut quand même enlever de la peau pour en fait pincer un petit peu et remonter le sein. Et donc vous vous retrouvez avec ces cicatrices un peu caractéristiques des réductions mammaires, qui sont périareolaires, verticales et sous-mammaires, comme une encre de bateau. Certaines les connaissent. Et donc c'est principalement, on va dire, le problème de cette chirurgie-là, c'est que ça fait des cicatrices.
Mais maintenant, les cicatrices se traitent. Ouais, c'est vrai, mais On quand a des même. outils pour. Oui, On a effectivement des lasers qu'on peut faire au bloc, on a des lasers qu'on peut faire après le bloc, on a le Frax, l'IPL, on a plein de choses qui améliorent les cicatrices. Hein. Mais bon, une cicatrice en général, elle disparaît quand même pas complètement. Ça peut aussi donner une diminution de la sensibilité de l'aréole. Donc il y a quelques... Voilà, ces deux choses-là sont quand même à bien connaître en préopératoire. Nous, notre rôle aussi en consultation, c'est quand même de prévenir qu'est-ce qui va arriver après. Il y a les trucs qui arrivent fréquemment, des trucs qui arrivent moins fréquemment, des trucs qui sont des complications, des trucs qui sont normales. Tout ça, notre idée, c'est quand même de vous en parler avant pour que vous soyez au courant. En général, même, on donne des fiches d'information pour que les patientes soient parfaitement au courant de savoir dans quoi elles se lancent. Et je pense que beaucoup de personnes se demandent, mais c'est quoi une journée type pour un chirurgien? Ça dépend, le lundi ou le mardi. En vrai, ça dépend. Une journée de bloc opératoire type. Le lundi, alors. Le lundi. Le lundi, je me lève à 7 heures. Puis j'arrive à la clinique assez tôt. Le bloc, ça commence tôt, en fait. C'est un truc du matin. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, mais ça a toujours été comme ça. Donc nous, on commence à 7h45. Et donc une journée au bloc, on arrive à la clinique, on se change tout de suite en habit de bloc, on est en pyjama. Avec un masque, un petit chapeau, etc. Et puis on voit, on commence par la première patiente, il y a un ordre d'arrivée, on met les patientes en anesthésie générale en premier, puis celle en anesthésie locale arrive après. Et donc toujours, c'est un peu toujours la même routine, hein. C'est-à-dire que je vais voir la patiente avec son dossier, on se redit exactement ce qu'on va faire. Ah oui, vous les voyez du coup avant de rentrer au bloc. Je les vois systématiquement avant, parce que nous en fait on fait quasiment systématiquement aussi des dessins. Oui. On dessine sur les patientes, ça c'est assez connu dans Niptuck ou des trucs comme ça, que voilà, le chirurgien plasticien aime bien dessiner sur les gens, et c'est vrai, parce qu'en fait souvent on a besoin de repères, typiquement pour la poitrine. On va dessiner debout et ensuite la patiente va être allongée. Donc si vous n'avez pas pris vos repères en position debout. Vous risquez des asymétries, de mettre l'aréole trop haute, des choses un peu comme ça. Donc on a vraiment besoin de ces repères. Et puis voilà, ça nous permet de discuter avec la dame, se remettre d'accord sur exactement ce qu'on va faire. Si on fait une réduction mammaire, savoir combien on va enlever, qu'est-ce qu'elle attend comme bonnet, etc. etc. Remettre l'aréole, on décide à quelle hauteur on va mettre l'aréole, etc. Et puis ensuite, la patiente va voir le médecin anesthésiste qui va l'emmener en salle d'opération et l'endormir. Ensuite, moi j'ai mon aide opératoire qui s'habille, qui s'installe, qui installe le matériel. On s'habille en stérile et puis voilà. Et puis c'est parti. On fait des interventions et on les enchaîne les unes après les autres. Et voilà, moi j'adore être au bloc. Et le post-opératoire, c'est quelque chose qui est compliqué à vivre. Quelqu'un qui fait une intervention, c'est vraiment dur de se remettre physiquement d'une chirurgie. Ça dépend, hein. Il y a tout type de chirurgie. Vous avez des chirurgies où c'est plutôt facile en post-op et il y en a où quand on fait une abdominoplastie, c'est sûr que c'est quand même plus lourd. Il y a aussi parfois des grosses liposuctions. Si on fait vraiment beaucoup de litres, on enlève beaucoup de litres, on peut être un peu fatigué en post-op. Mais bon, moi j'ai l'habitude, je connais les post-op, donc déjà je vous préviens avant tout ça est vu en consulte, d'être tranquille pendant une semaine, 2 semaines, parfois 3 semaines max. Il faudra faire des pansements, qu'il faudra faire une surveillance, puis je revois les patientes, si elles sont hospitalisées, je viens les voir le lendemain matin, ou si c'est en ambulatoire, je les vois le soir avant qu'elles rentrent. Et puis après, je les vois à distance, je les vois à 2 semaines, à 3 semaines, pour voir si tout va bien, si la cicatrisation est bonne. Ensuite, je les vois à 3 mois, pour voir si la cicatrisation est toujours belle. Puis à 8 mois, pour voir le résultat un peu final. Vous les voyez au final on se suit. Assez souvent, oui. Ouais, c'est important parce que... un suivi poussé. Il ne faut pas laisser les gens, entre guillemets, dans la nature. Et, après, il y en a, ils ne viennent pas aux consultations de rendez-vous, malheureusement. Mais en général, c'est qu'ils vont bien. Quand ils ne vont pas bien, ils savent vous trouver. Mais c'est important d'avoir ce suivi, effectivement, de parfois les rassurer, de leur dire mais non, mais ça c'est normal, vous avez un bleu, là c'est normal. Ah là c'est gonflé, et puis ça va dégonfler.
C'est pas, voilà, vous savez pas tout, hein. Quand vous êtes impatient, vous savez pas. La liposuction à 3 semaines, c'est gonflé, vous n'allez pas avoir le résultat. Par contre, à 3 mois, là, oui, vous allez avoir le résultat. Donc tout ça, c'est important qu'on en parle en post-op, bien sûr. Et je voulais également voir avec vous concernant les prises en charge. On dit qu'il y a des interventions du coup qui sont prises en charge. Pour la plus connue, la réduction mammaire. Qu'en est-il vraiment? Est-ce qu'il y a des conditions à cela? Comment on sait si notre cas peut être pris en charge ou non? Vous savez pas trop. En général, c'est pour ça qu'il faut venir en consulte. Alors, en fait, quand il y a des prises en charge, souvent, vous avez quand même des restes à charge. C'est pas forcément 100% pris en charge, mais oui, il y a certains actes où, en fait, il y a 2 types d'actes. Il y a des actes où on peut faire une demande d'entente préalable à la sécurité sociale, et c'est le médecin conseil de la sécurité sociale qui décide. Auquel cas, voilà, c'est moi qui rédige, et c'est moi qui vais vous dire en fait si c'est possible. Par exemple, pour les les augmentations mammaires, les prothèses, il peut y en avoir, mais c'est vraiment, il faut avoir une agénésie, il faut avoir un thorax assez plat, donc il y a des critères, il y a certains critères, voilà, que nous on connaît très bien, mais qui sont quand même toujours en fait à la discrétion du médecin conseil de la sécurité sociale. Donc parfois, je vais vous dire, on peut faire une demande et essayer, mais ce sera pas sûr. Et il y a d'autres cas où c'est des actes où ce ne sont pas demande d'entente préalable, typiquement la réduction mammaire, où là, en fait, nous, on sait que si on arrive à enlever 300 grammes, il y aura une prise en charge. Et donc là, c'est simplement l'habitude du chirurgien qui va vous dire est-ce qu'il y a 300 grammes ou pas. Alors en fonction de ce que vous voulez. Si vous voulez qu'il reste un C ou un D, on va pas pouvoir enlever le même grammage. D'où l'intérêt d'en discuter ensemble, de voir ensemble ce que vous souhaitez, et de voir ensemble si c'est possible d'aller aux 300 grammes et d'avoir une partie prise en charge. Mais c'est sûr que quand on peut avoir une prise en charge, c'est quand même toujours favorable de ne pas être en chirurgie purement non conventionnée, non remboursée, parce que vous n'avez pas d'arrêt de travail, les soins ne sont pas remboursés, etc. etc. Parce que c'est vrai que le coût d'une chirurgie peut être un frein, je pense, pour nombreuses personnes aujourd'hui qui vont du coup s'orienter vers d'autres pays voisins et qui peuvent parfois faire la demande à la clinique. Le cas revient, des personnes qui se sont fait opérer à l'étranger, et il y a des complications, donc ils nous appellent et souhaitent revenir à nous. Vous pensez quoi, vous, de ces interventions? Je peux comprendre, mais alors c'est un peu... Alors déjà, je vous conseille, même si vous voulez partir à l'étranger, de quand même consulter en France pour voir, parce que parfois on est surpris. Et j'ai déjà vu des patientes qu'effectivement je récupérais, qui avaient été opérées en Tunisie ou je sais plus, et qui avaient d'ailleurs des problèmes de cicatrisation pour des abdominoplasties. Et en fait, c'était une patiente qui aurait pu avoir une prise en charge par la Sécu en France, quoi. Et en fait, elle le savait pas, et naturellement, ils lui ont pas dit là-bas. Et donc, elle s'est retrouvée à payer plus cher là-bas que ce qu'elle aurait payé en France. Et donc, c'est quand même un peu dommage de pas au moins avoir posé la question. Voilà. Après, il peut y avoir des tarifs plus intéressants à l'étranger, hein, ça, c'est pas étonnant. Quand vous passez vos vacances en Tunisie, c'est souvent moins cher à l'hôtel que lorsque vous allez à Cannes, quoi. Donc, bien sûr, oui. Donc ça arrive. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, il faut espérer que tout se passe bien, quoi, parce que quand vous avez un problème, déjà vous êtes obligé de prendre l'avion pour rentrer, donc quand il y a des problèmes, ça peut poser problème. Et quand vous avez des problèmes et que vous rentrez en France, vous vous retrouvez bien seul, quoi. Parce que vous avez beau écrire à votre chirurgien, s'il est en Tunisie ou en Turquie, le suivi il va vous dire de revenir. Hein, n'est pas général, le même. Il vous dit de revenir, mais voilà, il faut repayer un billet, revenir. Puis parfois on a des cicatrisations. Enfin, moi je suis des patientes, j'en ai suivi qui revenaient d'autres pays. Je les ai suivis pendant des mois, parfois. Donc vous n'allez pas aller en Turquie pendant des mois. Oui, non. C'est pas faisable. On va pas faire un aller-retour par semaine. Voilà, nous on a ce côté où effectivement on prend en charge nos post-opératoires, évidemment. C'est bête, mais on a une assurance. S'il y a un problème, s'il y a quelque chose, voilà, j'ai une assurance française. Vous pouvez vous retourner contre votre chirurgien. C'est pas le cas en Turquie, c'est pas le cas en Tunisie, donc voilà, nous on peut pas se permettre de laisser des patients dans la nature qui vont pas bien, on s'en occupe. En Turquie, en Tunisie, évidemment, ils s'en fichent un peu plus, quoi. Une fois qu'ils vous ont opéré, vous rentrez et puis au revoir. Mais parce qu'ils savent pertinemment qu'on n'est pas du même
pays, donc les poursuites sont... Ouais, et puis ça fait partie... vous avez payé aussi moins cher pour ça, quoi, si je puis dire. C'est vrai. Il y a toujours une raison, quoi. Je veux dire, on paye le service qu'on va avoir. Hein. Donc, au bout d'un moment, il y a toujours un vice caché. Hein. Voilà, faut l'assumer, c'est tout. Mais après, il n'y a pas que du mauvais. Voilà, et parfois, je vois des bonnes choses et puis ça se passe bien. Mais c'est un peu la roulette russe, quoi. Je pense que c'est risqué. Pour revenir un petit peu sur les cicatrices d'un lifting, est-ce qu'elles se voient ou est-ce qu'elles se trouvent? Parce que c'est quand même le visage, donc... Ouais, c'est sûr. Alors, on les dissimule, nous, la chirurgie plastique, le but, c'est vraiment de dissimuler les cicatrices. Donc, on les dissimule au niveau des oreilles, hein, donc le mini-lift, en gros, on vient retendre comme ça. Et on va avoir des cicatrices devant l'oreille ici, et ensuite derrière l'oreille, ça se voit pas, et un petit peu dans les cheveux derrière. Donc là où ça peut se voir un petit peu éventuellement, c'est devant l'oreille. Si vous cicatrisez bien et que vous n'avez pas des cicatrices hypertrophiques ou problématiques, en général, ça se voit pas beaucoup. Oui, ça reste caché quand même. Que voilà, vous laissez un peu pousser vos cheveux, souvent c'est des femmes. Et je vois pas tes oreilles par exemple. Non. Ça se cache facilement, et puis souvent elles disparaissent bien, quoi. Mais oui, il y a quand même une cicatrice, quoi, c'est sûr. Et donc le lifting a vraiment des rendus qu'on peut pas retrouver avec des fils tenseurs, on pourra pas retrouver ça avec de la médecine, hein. Le lifting c'est vraiment radical. Moi je trouve personnellement, mais je sais que ça fait peur, j'ai beaucoup de patientes qui en ont peur et qui viennent en disant finalement tout sauf le lift, quoi. Elles sont prêtes à faire de l'acide hyaluronique, elles sont prêtes à faire des fils tenseurs. Et en fait elles veulent pas passer au lifting parce que voilà, dans leur tête après elles sont liftées, ça veut dire qu'elles sont vieilles, quoi. En fait, je pense que c'est ça, que c'est finalement dans le psyché des patientes. Mais c'est pas le cas, et puis je pense qu'on a en tête un peu les anciens lifts de Sheila et de machin. Exactement. Avec des visages très figés et pas des bons résultats, où c'est trop tiré, où c'est pas naturel. Et c'est pas du tout ce qu'on fait maintenant, et donc c'est ça qui est dommage. On peut faire maintenant des mini-lifts en anesthésie locale, et j'en fais plein, ou des soft lifts en anesthésie générale, et c'est très naturel, et j'ai des patientes qui reprennent le boulot au bout de 2 semaines, personne se rend compte, et avec des résultats vraiment jolis et naturels. En gros, ça va retendre, mais sans empêcher de bouger, hein, c'est pas du botox, donc, et vous n'allez pas être figé, et vous allez avoir un visage naturel avec des mimiques naturelles qui bougent normalement, et c'est vraiment une chirurgie que je trouve donne des très bons résultats et qui fait peur, enfin qui fait trop peur par rapport à ce qu'elle à ce que c'est réellement. Et donc je fais aussi quand même régulièrement des fils tenseurs. Plus parce qu'on me le demande, parce que moi je leur dis souvent bah non, faites un mini lift. Mais bon, après, je ne vais pas forcer les patientes à se faire opérer naturellement, hein, c'est leur choix. Donc, si elles veulent faire des fils tenseurs, en général, c'est quand même pas mal. Et puisqu'en fait, c'est un peu pareil, hein. Lors du lift, on met des fils aussi pour tendre. Et les fils tenseurs, si en général, les patientes aiment bien le fil tenseur, bah, c'est qu'elles aimeront encore mieux le lift, parce que c'est pareil, mais en mieux. Mais en plus efficace. Et surtout, qui dure plus longtemps. On dit que le lift, il dure 8 à 10 ans, alors que les fils tenseurs, ils durent plutôt 1 an et demi. Oui, les fils tenseurs, c'est quand même résorbable. Hein, ça... Ouais, moi j'utilise des résorbables. Effectivement, il y a des fils tenseurs qui sont non résorbables, qui sont plus efficaces, mais aussi avec plus de risques. Parce que si ça s'infecte, vous avez le fil, il faut venir le chercher. C'est plus embêtant, alors que l'autre se résorbe et crée une fibrose en fait le long de son trajet et n'expose pas au même risque. Donc je préfère un truc, même s'il est moins efficace, qui est moins risqué à ce niveau-là. Puisque de toute façon, même les fils tenseurs non résorbables, pour moi, sont quand même beaucoup moins efficaces qu'un lifting. Donc je veux dire, dans ce cas-là, si vous êtes prêt à prendre ce type de risque, bah, autant largement faire un mini-lift ou un soft-lift. Voilà, en fait, c'est des liftings, des soft-lifts, pour expliquer, qui sont avec moins de décollement. Donc on a moins d'œdème, on est moins marqué, et on a un petit œdème là pendant 2 semaines, mais vraiment pour des patientes qui peuvent cacher... et ça reste concentré du coup sur le bas du visage. J'ai vraiment des patientes qui reprennent le travail au bout de 2 semaines, et je leur ai fait les paupières et un mini-lift, et ça change leur visage, hein, elles redeviennent jolies, et c'est très naturel, et au bout de 2 semaines, elles reprennent le boulot et personne ne se doute de rien.
Une personne, imaginons, de 75 ans, avec une peau vraiment très distendue, peut s'attendre à de très bons résultats ou il y a quand même une limite? Alors, les patients de 75 ans, c'est plus rare. Parce que en fait souvent pour vous opérer en chirurgie esthétique, déjà faut pas qu'il y ait trop de problèmes de santé, etc. Et à 75 ans, souvent on se retrouve avec des anticoagulants, des choses comme ça, donc on peut pas toujours les opérer. Mais après, si on peut, et qu'elles sont en très bonne forme, état général, etc., ça donne des très bons résultats. Parce que si vous avez une peau détendue, on va beaucoup la retendre. Donc le résultat sera d'autant mieux, mais en fait la peau se redétend un petit peu assez rapidement et donc ça reste naturel. Ça reste pas trop tendu, même si parfois en sortant du bloc vous avez l'impression d'être tiré. Ça se Vraiment détend. au bout de 2 semaines, 1 mois, allez 2 mois, c'est déjà à nouveau un peu détendu. Et c'est pour le mieux parce que c'est assez naturel. Moi je fais des liftings qui sont à la fois, on prend le SMAS, c'est-à-dire qu'on va faire reposer la tension sur le système musculo-aponeurotique, c'est là où en fait c'est comme les tendons des muscles possiers. Les muscles possiers, c'est les muscles de la mimique qui font bouger le visage. Et donc ça permet d'avoir ensuite pas une absence de tension sur vos cicatrices cutanées. Donc après j'enlève juste la peau, mais je tire pas comme un dingue sur la peau. Du coup ça permet aussi d'avoir des cicatrices plutôt fines et d'avoir un résultat qui est quand même un peu plus durable que si vous tirez juste la peau. Si on peut revenir sur l'aspect plus de la silhouette, si on est vraiment en surpoids, où notre poids fait le yo-yo, entre guillemets, on a des prises et après on repère et on reprend, est-ce qu'il est possible de se faire opérer ou il faut vraiment attendre d'être stable? C'est possible. Alors en général, je vous demande d'être stable. En fait, c'est même pas vraiment pour moi, c'est plus pour vous parce que si on va retendre la peau, par exemple faire une abdominoplastie et vous allez reperdre du poids derrière, vous allez de nouveau avoir une peau détendue, donc c'est un peu dommage. De même pour un lifting de cuisse ou un lifting de bras ou autre. Donc ça, c'est vraiment dans votre intérêt, c'est pas pour la chirurgie, finalement, moi je peux opérer à n'importe quel moment, ça va pas me changer, mais il vaut mieux être à un poids stable, si possible, le plus bas possible, mais il n'y a pas forcément de poids, quoi. En général, en chirurgie plastique, on donne un IMC pour une fourchette. En général, on dit qu'il faut avoir un IMC inférieur à 30. Mais c'est pas une règle qui est absolue. Et si vous n'arrivez pas à perdre du poids et que vous avez quand même une indication à avoir un ventre qui est détendu, mais un IMC à 32 et que votre poids il est stable et que vous n'allez pas le descendre, on peut vous opérer quand même. Et ce serait dommage de ne pas le faire. Et parce que par exemple, pour des femmes atteintes, une femme, imaginez une patiente type a eu une grossesse. Elle va avoir le ventre couvert de vergetures. Le fait de faire une chirurgie peut pallier à ça ou pas du tout? C'est fréquent, hein, les vergetures, malheureusement. C'est fréquent. Vous pouvez effectivement... il y a pas, de ma connaissance, rien ne traite la vergeture. Nous, ce qu'on fait en fait en chirurgie, c'est qu'on va faire une abdominoplastie. On va enlever cette partie-là. En fait, on va enlever la partie en dessous de l'ombilic, qui est souvent celle qui est le plus détendue, puisque c'est là qu'il y a l'utérus, hein, naturellement. Et donc on va enlever cette peau, mais bon, parfois les vergetures peuvent dépasser de cette zone. Et dans ce cas-là, il peut rester des vergetures quand même, bien que vous ayez fait une abdominoplastie. Donc voilà, on n'est pas non plus tout puissant, on peut pas tout enlever, on peut pas tout guérir ou tout changer. Mais en général, nous, vraiment, le but, c'est d'aller dans le sens de l'amélioration, tout en réfléchissant aux bénéfices et aux risques, quoi. Donc il faut qu'on ait beaucoup de bénéfices à opérer et pas beaucoup de risques. Et qu'on se dise, ça va dans le bon sens pour cette patiente, ça va l'améliorer. Et voilà, c'est souvent un truc que je discute d'ailleurs en consultation. Il y a des plus ou moins bons cas, des patientes qui ont beaucoup de peau, on va leur dire, oui, là ça vaut vraiment le coup. Des patientes qui n'ont pas beaucoup de peau, vous allez être plus hésitant, etc. Donc c'est... Toute cette discussion, moi je l'ai de manière assez ouverte avec les patientes parce que c'est leur corps, c'est leur décision. Donc j'aime bien mettre dans leurs mains les bonnes cartes qui vont leur permettre de choisir ce qui va être pour elles le mieux. Et parfois, moi je vais me dire, non, avoir une cicatrice c'est pas le mieux. Et puis il y a des patientes en fait, elles vont me dire, mais moi avoir une cicatrice je m'en fiche. Parce que du coup, la cicatrice de l'abdominoplastie... Elle est conséquente, elle est voyante. C'est une grande cicatrice qui est un petit peu comme si vous aviez une cicatrice de césarienne, c'est dans le bas-ventre, mais prolongée jusqu'aux épines iliaques des deux côtés. Donc c'est quand même une grande cicatrice, alors qu'on cache dans la culotte, hein, comme d'habitude on cache, voilà. C'est l'histoire de la chirurgie plastique, mais c'est quand même une grande cicatrice. Mais en général, quand on fait cette chirurgie, c'est que vous avez
voilà, ce qu'on appelle un tablier abdominal qui est nécessaire de retirer, et que c'est pas en faisant du sport que vous allez retendre la peau, hein. Ça, j'entends très souvent ça. Malheureusement, c'est faux. Continuez quand même à faire du sport. C'est très bien pour la santé et pour les muscles. Il faut avoir une bonne paroi musculaire et tout. Mais c'est pas ça qui retend la peau, et malheureusement, il n'y a rien qui retend la peau. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on me demande souvent, donc je le dis. Même la lipoaspiration, elle retend pas vraiment. Il y a des techniques maintenant pour recoller un peu la peau. Mais retendre comme un lifting, non, il n'y a que des cicatrices, et donc voilà, l'idée c'est toujours, est-ce que ça vaut le coup de faire une cicatrice pour retendre cette peau ? Est-ce que vous avez toujours voulu être chirurgien esthétique ? C'est réellement un métier passion pour vous ? C'est une bonne question. J'ai pas toujours voulu être chirurgien esthétique, parce qu'en fait, je connaissais pas, je pense. Moi, mon papa, il est chirurgien orthopédiste. Enfin, il est en retraite maintenant. Je le salue d'ailleurs, c'était un très bon chirurgien, il m'a appris mes premiers trucs, faire des points et tout. Et donc dès que j'étais inscrit en médecine, je voulais finalement faire comme mon père et être chirurgien. Donc ça, je savais que voilà, j'allais pas être médecin, mais pour être chirurgien, ça c'était sûr. Mais après, j'étais pas... Enfin, je pense que je connaissais pas trop la chirurgie plastique. Et en fait, c'est en découvrant... en faisant de la chirurgie de la main, en passant en chirurgie plastique, en passant en orthopédie, je me suis rendu compte que l'orthopédie c'était pas trop pour moi, et que voilà, je préférais faire un truc un petit peu plus délicat, on va dire. Et ouais, ça m'est venu, et quand j'ai découvert ça, je me suis dit que finalement ça allait bien me correspondre, et plus j'y allais, plus je sentais que j'étais dans le bon choix, et que je regrettais pas, et d'ailleurs j'ai jamais regretté de faire cette spécialité, et je suis très content. C'est une très très belle spécialité, et j'aime beaucoup la chirurgie, et c'est marrant, mais on parle beaucoup d'IA ces derniers temps, là, l'intelligence artificielle, et moi quand j'étais jeune je m'étais dit mais bon, on va être remplacé par des robots, la chirurgie c'est un métier de, je sais pas, de 1800, c'est vieux quoi, et en fait finalement non, on se retrouve à pas être tant remplacé par l'IA, et on a encore besoin des chirurgiens, donc oui. Et je pense que ça continuera. Et voilà, je continue bien sûr à me former, aller au congrès, il y a toujours des nouvelles choses, enfin, c'est assez passionnant, je trouve que c'est intéressant, et puis on rend service, et la plupart des patientes nous le rendent bien, et sont vraiment adorables. Vous pensez que du coup là, il y a vraiment une évolution des techniques de chirurgie Ouais, par rapport à avant? Très clairement oui, hein, on va vers du moins invasif, hein, personne ne veut trop être opéré, donc oui. Si déjà vous devez opérer quelqu'un, il faut lui vendre quelque chose, voilà, il faut lui dire que ça va pas être trop invasif. En chirurgie digestive, on passe avec des caméras, etc. On garde les patients moins longtemps à l'hôpital, dans les chambres des cliniques, etc. Donc ouais, il y a de la recovery plus rapide, des techniques moins invasives, au minimum de l'invasivité, mais au maximum de l'efficacité. Donc ouais, c'est une évolution progressive. Éventuellement, parfois, il peut y avoir des machines aussi qui rentrent en jeu, qui peuvent être intéressantes. Donc ouais, c'est vraiment un champ où voilà, moi je vais chaque année au congrès pour voir les nouvelles choses. Alors chaque année il n'y a pas des nouvelles bouleversantes, mais chaque année il y a un petit truc, il y a un petit machin, et puis et tous les 5 ans il y a un truc qui bouleverse un peu, hein, donc ouais, il y a vraiment, il faut se tenir à jour quand même, et en plus c'est bien parce que c'est pour le mieux, donc c'est pas se tenir à jour parce qu'on nous force, hein, c'est se tenir à jour parce qu'on a envie de se tenir à jour, parce qu'on est content de découvrir les nouveautés, de voir s'il y a un confrère qui a trouvé quelque chose de plus efficace, l'utiliser. Alors après, bon, il faut faire attention quand même, hein, il faut que ce soit bien étudié, et qu'on soit bien sûr du fait avant de le rentrer dans notre pratique. Voilà, moi j'aime bien avoir une pratique, j'opère de la même manière depuis un moment déjà, je sais ce que je peux avoir comme résultat. Si je fais des changements, je vais être très très bien renseigné avant, quoi. Je vais pas changer n'importe comment juste parce que quelqu'un m'a dit attends, ça c'est peut-être mieux, quoi. Il faut bien faire les études, quoi. Bon, mais merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, et je pense qu'on se reverra bientôt. N'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire et à liker et partager la vidéo. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.